Bienvenue dans le débat. Il est consacré à la Gen Z, à la génération Z, qui manifeste dans de nombreux pays depuis quelques semaines. On va regarder les images très présentes sur les réseaux sociaux. Regardez à Madagascar, au Maroc, au Pérou, au Népal. Ils sont nés entre 1997 et 2012. Ils ont entre 13 et 26 ans et ils sont en colère. Ils manifestent contre la corruption de leurs élites, mais aussi pour des services publics, pour des hôpitaux, pour un meilleur système éducatif. Ils communiquent via les plateformes numériques et brandissent des symboles générationnels comme le drapeau qui fait référence au très populaire manga One Piece, une tête de mort de pirate qui porte un chapeau de paille. De l'Afrique à l'Asie en passant par l'Amérique latine, qu'ont-ils finalement en commun? Pourquoi les manifestations des Gen Z traversent-elles les frontières? Quelles sont leurs revendications? On va évoquer aussi les réactions politiques, les heurts avec la police. Les Gen Z provoquent-ils des changements? On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Michel Waxberger. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes enseignant, chercheur en sociologie à l'Université de Lille et spécialiste de Madagascar. En face de vous, Daniel Bastard. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes chef du service Asie à Courrier International dans un dossier donc à noter à Courrier International publié la semaine dernière, un dossier focus sur cette fameuse génération Z. Nous avons Caroline Fayet ce soir avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de l'agence de conseil en communication GIN, entrepreneuse également dans le numérique depuis 20 ans, experte de l'analyse des réseaux sociaux. On aura également Tahani Brahma en direct de Casablanca. On me dit qu'elle a un petit peu de retard, qui est secrétaire générale de l'Association marocaine des droits humains. La voilà. Bonsoir à vous et bienvenue Tahani Brahma. Il est au max. Ils ont entre 13 et 27 ans. Ils manifestent donc dans les 4 coins du monde. Un retour en images tout d'abord avec Ludovic de Foucault. Rabat, lundi. Ce groupe qui s'appelle Gen Z 212, l'indicatif téléphonique du Maroc, mène depuis 3 jours, grâce à une mobilisation sur Discord, une action dans les rues de la capitale et ailleurs dans le royaume. Le mot d'ordre dans ce pays qui va co-organiser la Coupe du Monde 2030 de football, moins d'argent dans les stades, plus d'argent dans les écoles et les hôpitaux. La réponse du pouvoir, répression et détention de dizaines de manifestants. Comme ailleurs dans le monde, la jeunesse veut se faire entendre et des dirigeants plus âgés font la sourde oreille. Ce conflit générationnel né en Asie du Sud-Est a, comme une vague, emporté 3 gouvernements en 3 ans. Sri Lanka, Bangladesh et plus récemment, Népal. À Pharping, 1 heure de route de Katmandou, il y a 2 semaines, les caméras d'AFP ont suivi Santosh, représentatif de cette génération Zoomer, la première dans l'histoire qui a grandi un smartphone dans la main. En quelques mots, il dit tout ce que ces jeunes nés entre 1997 et 2018 ont sur le cœur. Il y a un gros problème d'emploi ici. Même après avoir terminé leurs études, les gens ne trouvent pas de travail, alors ils doivent partir à l'étranger. Ici, on ne gagne qu'environ 100 à 150 euros par mois. Ça ne suffit pas pour vivre. Même après avoir terminé leurs études, dit Santosh, les gens vivent mal. Alors à quoi bon? Pour des générations entières ultra connectées, l'écart entre l'effort et la récompense est tel qu'il ne s'agit même plus d'une injustice, mais de trahison. Or, le sentiment de trahison nourrit la radicalité politique. Aujourd'hui à Madagascar et même au Pérou, des jeunes hyper connectés dénoncent à leur tour la corruption des élites, les inégalités sociales, le manque de perspectives économiques, avec un étendard qui franchit les frontières, le visage du pirate au chapeau de paille du manga One Piece, un visage aperçu par exemple à Paris le 18 septembre dernier. On va tout de suite à Madagascar retrouver notre correspondante Gaëlle Borgia. Bonsoir Gaëlle, ça fait plusieurs jours que les Gen Z manifestent à Antananarive. Il y a eu aussi un appel à la grève. Aujourd'hui, ça va même au-delà des Gen Z. Oui, effectivement, au départ, c'est la Gen Z Madagascar qui a lancé ce mouvement, mais depuis ce mercredi, ils ont fait un appel à la mobilisation nationale avec cette idée que tout le monde souffre en fait ici à Madagascar des coupures d'eau et d'électricité, pas seulement la Gen Z. Donc ils ont appelé les organisations syndicales de la fonction publique à se joindre à une grève générale, ainsi que tous les responsables politiques, les élus, les acteurs de la société civile. Donc le mouvement s'intensifie et dépasse désormais le simple cadre de la Gen Z Madagascar.
Merci Gaël. Gaël Borgia, donc à Madagascar. On continue à en parler avec mes invités. Jean-Michel Waxberger, vous qui êtes un spécialiste de Madagascar aussi. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des manifestations à Madagascar, je dirais même très courant dans ce pays. Mais la Gen Z, elle a des caractéristiques très différentes. On parle même de première fois de voir vraiment cette jeunesse dans les rues. Alors, ce n'est pas la première fois que la jeunesse est dans les rues, mais c'est la première fois qu'elle y est de cette façon, je pense, quoi. Parce qu'il y a eu régulièrement... Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui change, si on prend par exemple 2009, qui a donné l'occasion à Ange Rasuel d'arriver au pouvoir, mais il a été porté par un mouvement populaire, soutenu en tout cas par un mouvement populaire assez fort, de la jeunesse. Mais il y avait un côté un peu éruptif, festif, pas organisé d'une certaine façon, et qui suivait un dirigeant et qui cherchait un homme providentiel d'une certaine façon. Et là, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que c'est une jeunesse qui s'organise de façon très horizontale, loin du politique, même en défiant le politique et les politiques d'une façon générale, même si là, ils font un appel général à ce que ça se Là, diffuse. ça commence à déborder cette simple Gen Z. Ça déborde cette simple Gen Z, mais en fait, ils s'organisent par eux-mêmes, d'une certaine façon. Et ça, c'est très, très nouveau. Et là, ils sont en train de prendre conscience, même d'une certaine façon, de leur pouvoir. Parce qu'au début, c'est parti très, très gentiment. On est pauvre et malheureux, on l'a vu là. On demandait juste de l'eau, de l'électricité. C'est ça, ce sont les coupures d'eau et d'électricité qui ont entraîné, en fait, cette rébellion de cette génération. Ça a été le déclencheur. Il faut dire qu'ils sont coupés d'électricité pendant 10-12 heures par jour. Enfin, ça devient infernal. La vie devient très, très compliquée. Et la caractéristique, ce qui s'est passé dans ces 10 dernières années, c'est que le taux de pauvreté urbain a considérablement augmenté. C'est-à-dire que les gens des villes rattrapent d'une certaine façon ceux des campagnes qui sont traditionnellement très pauvres. Et donc, je pense que ça aussi, il y a 10 ans qui ont généré des insatisfactions massives, quoi. Et bon, ça a été le déclencheur en quelque sorte. Ça a été le déclencheur. Daniel Bastard, intéressant, donc vous parlez de cette génération Z qui s'organise de manière horizontale, donc avec les réseaux sociaux. Ça a démarré en Asie finalement, hein, le Népal, en Indonésie aussi, mais le Népal, on se souvient des images de cette jeunesse qui dénonçait d'ailleurs le train de vie des fils et des filles des dirigeants, le gouvernement qui avait suspendu les plateformes, et du coup cette jeunesse a redoublé encore de révolte. Vous retrouvez les mêmes mécanismes en fait à Madagascar, en Afrique aujourd'hui, en Amérique latine qu'au Népal? Oui, clairement. L'exemple népalais est assez édifiant parce qu'en effet, l'étincelle qui a vraiment déclenché les révoltes, c'est l'interdiction des réseaux sociaux par le gouvernement. Et c'est là qu'on voit toute la spécificité de cette génération. C'est une génération qui n'a pas connu le monde sans Internet. C'est la première génération qui est dans cette position. Et la révolte est vraiment née sur les réseaux sociaux, à la différence du printemps arabe où les réseaux sociaux ont en quelque sorte amplifié, accompagné le mouvement. Là, c'est vraiment né des réseaux sociaux à tel point que donc au Népal, le gouvernement a été renversé très rapidement, et c'est sur un forum sur Discord, sur le réseau social Discord, qu'a été choisie la première ministre qui assure l'intérim du gouvernement aujourd'hui. Donc ça allait très loin, puisque là on est carrément, ils ont renversé le gouvernement et il y a eu donc la nomination d'une nouvelle Première ministre via Discord. Caroline Fayet, donc Discord, c'est un des réseaux, manifestement c'est le plus utilisé dans le cadre de ces révoltes un peu partout dans le monde. Pourquoi ? Discord, il a l'avantage de ne pas partager ses données avec les gouvernements. Quand justement, l'interdiction des réseaux sociaux au Népal, c'était justement cette censure individuelle de la liberté d'expression. Mais au Maroc, au Kenya, on est aussi parmi les pays qui partagent le plus leurs données avec Meta. Donc ça veut dire qu'on peut identifier des gens qui ne sont pas forcément à l'origine du mouvement, parce qu'on a dit que c'était justement très décentralisé, mais en tout cas qui sont des activistes, qui sont des meneurs. Donc Discord, c'est un safe place, comme on dit, c'est-à-dire un endroit où on ne va pas pouvoir être traqué et on va pouvoir monter justement la résistance, d'où le parallèle avec Luffy de One Piece, qui est un pirate. Donc Discord, ça peut être perçu comme l'outil des pirates, mais c'est surtout un outil de gamer au départ. Oui, on va revenir d'ailleurs sur justement ce One Piece. Tahani Brahma, secrétaire général de l'Association marocaine des droits humains. Un mot justement sur ce qui se passe au Maroc. Ça fait plusieurs jours qu'on les voit défiler, cette génération Z. Qui sont-ils? Ce sont des étudiants. Est-ce que vous êtes particulièrement étonné de ce qui se passe au Maroc en ce moment? Alors, pas du tout, parce qu'en fait, le Maroc a connu depuis
depuis, depuis 2011, hein, des mouvements populaires qui ont continué à porter les slogans de la liberté, de la dignité, de la justice sociale. Et en fait, ce qui est important, c'est que c'était des revendications régionales, donc dans plusieurs villes, dans le Rif, dans plusieurs régions. Aujourd'hui, la jeunesse marocaine, qui fait partie de la génération Z, donc, a pris d'assaut les rues pour des revendications très simples, très basiques, l'éducation, la santé. Ce sont des jeunes qui ne sont pas politisés, qui ne sont pas encadrés dans des associations ou autres. Et en fait, ce sont juste une jeunesse qui en a marre tout simplement des promesses non tenues et qui est en train de repenser les priorités les priorités du gouvernement, les priorités de l'État. C'est-à-dire qu'un des slogans principaux, c'était « on ne veut pas de Coupe du Monde, on ne veut pas des stades high-tech, on veut une éducation de qualité, gratuite pour tout le monde et un système de santé qui respecte la dignité humaine, tout simplement ». Donc, ce sont des manifestations pacifiques qui ont été malheureusement qui ont connu une répression et une violence inouïe de la part des autorités. Et on va y revenir. On va revenir sur la réaction des autorités. Je voudrais qu'on termine justement sur qui ils sont, cette génération Z. On va retourner justement à Madagascar, retrouver notre correspondante. Justement, qui sont-ils à Madagascar, cette jeunesse? Est-ce que c'est différent de Gaël Borgia? Est-ce qu'ils sont différents d'auparavant? Qu'est-ce qui les distingue, à part leur âge, puisqu'on parle de génération Z? À Madagascar, ce qui se passe, c'est complètement inédit. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu un mouvement populaire porté par des jeunes d'une vingtaine d'années. Moi, ce que j'ai vu dans les manifestations, ce sont principalement des étudiants qui, en fait, paient le prix le plus lourd des conditions économiques et sociales à Madagascar. Ils souffrent au quotidien. J'ai parlé avec une étudiante hier qui faisait partie des manifestants, et elle me disait que dans son université, l'université publique d'Antananarive, l'université Ankats, les professeurs ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés. Donc elle disait qu'elle espérait terminer son Master 2 en 2024. On est en 2025 et elle n'a pas d'emploi du temps stable. Donc elle disait, je veux juste avoir une vie d'étudiante normale, un emploi du temps avec des cours stables. Elle n'a même pas accès à ça. Il faut aussi dire que les résidences universitaires sont dans un état déplorable. Il y a des coupures d'eau et d'électricité permanentes. Donc les étudiants ne peuvent pas véritablement étudier. Il faut savoir, ça les Occidentaux peut-être ne le savent pas, mais quand il y a des coupures de courant intempestives, ça endommage les appareils électroniques. Donc, ils se retrouvent avec des ordinateurs abîmés. Ils ne peuvent pas travailler. La plupart des étudiants à Madagascar, en fait, ce sont des freelances. Ils font de l'externalisation de services et ils ne peuvent pas travailler à cause des coupures intempestives d'électricité. Et donc, ils disent, on n'a pas d'avenir. Même quand ils arrivent à terminer leurs études, ils n'ont pas de travail à la sortie. Donc, on a à peu près les mêmes revendications qu'au Maroc, à savoir, ils aimeraient, en fait, entrevoir un avenir digne de ce nom. Merci Gaël Borgia, donc en direct d'Antananarive. Jean-Michel Waxberger, ils veulent un avenir. C'est sur les services publics, finalement, on retrouve ces mêmes revendications, effectivement, dans tous ces pays. En symbole, intéressant de revenir justement sur One Piece, une bande de pirates, en fait. C'est un manga japonais et on retrouve cette tête de mort sur les drapeaux, vraiment, dans tous ces pays. Pourquoi, finalement, ils revendiquent une sorte de statut de pirate parce qu'ils veulent pirater le gouvernement corrompu? Enfin, qu'est-ce que ça symbolise? On n'est pas dans quelque chose de politique, vraiment. À la base, on n'est pas dans quelque chose de politique. Je pense que le drapeau de pirate, c'est l'effet des réseaux. Ils s'en sont emparés. Ils lui ont juste mis un petit chapeau qui ressemble plus à un chapeau malgache. Là, ils l'ont malgachisé. Non, mais c'est le chapeau de paille de One Piece. Oui, c'est ça. Mais là, ils l'ont vraiment, ils ont mis les couleurs de la rabane, ils l'ont adapté. En fait, c'est pas du tout dans la culture malgache de revendiquer, de contester. On peut chercher les rebelles, chercher les rebelles malgaches, c'est une question, et on a du mal à les trouver. Et les jeunes il y a plutôt un culte de la non-violence. Donc là, il se passe quelque chose qui est vraiment en train de changer dans l'action. Je pense que vraiment, ils sont en train de se constituer
Parce que Génération Z, finalement, c'est une invention de marketing au départ. Ça n'a pas de sens sociologique, mais c'est en train de devenir quelque chose de sociologique intéressant. Ça commence à avoir un sens sociologique. Voilà, ils se constituent vraiment en unité, en groupe, avec cette connexion internationale, et ils sont porteurs de quelque chose. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais indéniablement, ça devient une entité sociologique intéressante. Ça devient une entité sociologique, Daniel Bastard, vous êtes d'accord? Là, bon, c'est un peu des pirates justiciers qui brandissent ce drapeau. Ils utilisent la culture populaire, la culture manga, comme identité, finalement. Oui, mais alors, ce qui illustre vraiment ce drapeau One Piece, c'est la grande capillarité transnationale des mouvements de la génération Z. C'est vraiment édifiant en Asie du Sud, où donc il y a eu la révolution au Népal en septembre dernier. Mais cette révolution est une réinterprétation de ce qui s'est passé un an avant au Bangladesh, où là, la jeunesse a aussi s'est révoltée et a renversé le gouvernement de Sheikh Hasina. Et ce même mouvement a eu lieu au Sri Lanka 2 ans avant, où de la même façon, les jeunes se sont révoltés. Donc il y a une capillarité entre ces mouvements, une sorte d'effet domino. D'effet domino, les Népalais sont inspirés des Bangladais, qui sont inspirés des Sri Lankais. Et donc aujourd'hui en Inde, qui est vraiment cerné par tous ces révoltes, le pouvoir chancelle un petit peu. Et on voit même naître une révolte au Ladakh, dans le nord de l'Inde, où vraiment la chose se propage avec ce drapeau One Piece qui au demeurant, est un symbole de révolte dans le monde entier, sauf au Japon, où en fait il est porté par l'extrême droite. Oui, donc pas du tout le même symbole. Intéressant, Caroline Fayet, ce symbole effectivement de One Piece, de ce manga japonais qui traverse les frontières, les réseaux sociaux. Ça fait aussi du marketing, on utilise ces symboles pour exister, ça devient identitaire même. Oui, en fait, le principe de la propagation virale, on en a besoin en marketing pour la promotion des produits, mais en fait, là, ils ont marketé leur mouvement contestataire. Et pour le rendre mondial, c'est justement le rendre le plus puissant possible. Donc c'est intéressant de voir que le hashtag Gen Z, c'est celui qui sort le plus du lot, avec plus d'1 million de mentions, et que celui-là, il est finalement mondial. Donc plus le mouvement est mondialisé, plus il sera puissant. Mais qu'est-ce qui peut rassembler autant de monde à travers la planète? C'est la contestation d'une inégalité. En fait, c'est beaucoup plus facile de se mobiliser contre que de se mobiliser pour quelque chose. Et d'un point de vue aspiration, ils n'ont pas tous les mêmes combats. En revanche, ils sont tous contre une forme d'injustice. Ça tombe bien, la justice, c'est une émotion. Et pour faire du buzz, on a besoin d'émotions. Est-ce que vous avez l'impression, Tahani Brahma, que cette jeunesse marocaine s'inspire du Népal? Est-ce qu'on en parle au Maroc? Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent quand on défile au Maroc? Oui, bien sûr. Effectivement, c'est une inspiration qui est très présente d'ailleurs dans les débats sur Discord, sur l'application Discord. L'exemple népalais est très très présent, donc c'est quelque chose d'évident. Et puis aussi en revanche, vraiment, au Maroc, on insiste beaucoup sur le côté pacifique des manifestations, des protestations. Mais encore aujourd'hui, la jeunesse n'a pas vraiment réussi à se réunir et à porter des slogans parce qu'ils se font arrêter, réprimer avant même de pouvoir se rassembler. Donc il y a effectivement cette inspiration par les autres mouvements populaires portés par la jeunesse. Et ce qui est important, et ça rejoint ce que vos invités ont présenté, c'est que l'inspiration vient de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine aussi, ce qui se passe au Pérou. Donc c'est effectivement un mouvement transnational, décentralisé et qui porte des revendications tout à fait légitimes et qui se ressemblent beaucoup. Oui, ce sont des revendications finalement sociales, sociétales, Jean-Michel Waxberger, plus que politiques. On n'est pas vraiment dans une appartenance politique. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le présenter? Ah oui, il n'y a pas du tout d'appartenance. D'abord, il n'y a pas d'affiliation à un parti. Il n'y a aucune affiliation. Il y a même un discrédit globalement du politique d'où qu'ils viennent. Et on s'aperçoit, il y a même, dans le temps, on constate une diminution des taux de participation. Donc globalement, donc ça va avec la défiance à l'égard du politique. Il y a une grosse défiance à l'égard du politique. Mais maintenant, c'est en train quand même de structurer autour du dégagisme. Effectivement, on propose pas quelque chose, mais on dit
dégage. Ils ont repris ce qui était arrivé avec le printemps arabe, mais maintenant c'est ça les slogans dans la rue. C'est Ange Rasouel dégage, quoi. Oui. Donc voilà, c'est le faire partir, mais sans proposer autre chose. Et on ne sait pas ce qui va sortir de ça. C'est pas vraiment révolutionnaire. C'est on dégage les élites qui sont là. C'est ça la revendication pour avoir des services publics. On n'est pas dans la révolution, la volonté de changer de système. Il n'y a pas de verticalité. C'est vraiment une horizontalité totale. Et qu'on retrouve notamment dans cette solidarité transnationale. On n'a pas parlé de l'Indonésie qui subit aussi qui est secouée par beaucoup de manifestations. Ce qui s'est passé en août est très symptomatique. En Indonésie, le mouvement de la jeunesse est porté beaucoup par les mototaxis. Qui sont des livreurs, soit qui transportent les gens ou qui livrent des repas. Et on s'est aperçu qu'à travers une application qui s'appelle Grab, qui est l'équivalent de Uber en Occident, qui est présent dans toute l'Asie du Sud-Est, des jeunes en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines se sont mis à acheter des repas sur Grab pour les Indonésiens, pour soutenir leur mouvement. Donc il y a une solidarité régionale de Thaïlandais pour la révolution en Indonésie, ce qui est complètement inédit dans les mouvements de révolte à travers le monde dans l'histoire. Ça ne va pas jusqu'à une internationale Gen Z, mais une voilà, vraie solidarité. Le drapeau One Piece est un peu l'illustration de ce début d'international qui reste très horizontal, donc on ne sait pas trop où il va aboutir. Ça ira peut-être pas jusqu'à l'international de la Gen Z. On est plus dans les images, là, non ? Solidarité, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Le sujet, c'est est-ce qu'il arrive à se dégager aussi une idéologie, un combat autour de ces... Et le côté décentralisé, c'est aussi leur faiblesse, c'est leur force, puisque ça leur rend le mouvement complètement liquide, donc il se propage très rapidement. Il n'y a pas vraiment de leader. Il n'y a pas de leader. C'était ce qui se passait dans les manifestations de Hong Kong en 2019-2020. C'était ce côté be water, on est liquide en physique, en manifestant, mais aussi sur les réseaux. Mais c'est aussi ce qui fait sa faiblesse, puisque sans leader, on n'arrive pas non plus à passer à l'étape d'après. Donc c'est ce qu'on va regarder dans les mois qui viennent. On va écouter justement une des manifestantes au Maroc. Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux. Ce qu'ils demandent n'est pas impossible. Ce sont des nécessités au Maroc. Comment peuvent-ils ne pas comprendre? Où est le gouvernement? Où est le chef du gouvernement marocain, lui qui ne fait que parler? Les jeunes ont des exigences vitales pour le Maroc. Tahani Brahma, bon là on l'a bien entendu. Donc vous disiez il y a eu des heurts avec la police. Il y a des chiffres qui viennent de sortir d'ailleurs du ministère de l'Intérieur marocain qui parlent de 400 interpellés et de 300 blessés. Quel est votre constat ? Suite à la répression des jeunes par les forces de l'ordre, il y a eu depuis samedi, déjà ce qui est inédit, c'est que ce sont des manifestations, des appels à manifester qui sont successifs. Aujourd'hui, on est encore dans ce processus-là. Donc depuis samedi, chaque soir, il y a des tentatives de manifestation et chaque soir, il y a des arrestations. Ce qui est inédit aussi, c'est que toute personne qui donne une interview à la presse pendant ces manifestants est arrêtée en live, en direct live. Il y a eu des arrestations devant les tribunaux quand il y a eu les présentations des personnes arrêtées devant le tribunal. Et donc, c'est une répression qui est vraiment inouïe et qui touche... donc là, aujourd'hui, c'est la Gen Z qui sort, mais vu cette répression, elle est aussi accompagnée par les parents. On voit aussi beaucoup de gens qui commencent à sortir pour se solidariser avec eux, pour essayer de les protéger. Et donc, c'est un constat qui est vraiment alarmant, d'autant plus qu'il y a eu aussi beaucoup de mineurs qui ont été arrêtés. Aujourd'hui, on a certains qui sont encore en prison, d'autres qui sont sortis en conditionnel. Et puis, il y a encore des personnes qui n'ont même pas encore été présentées au tribunal. Et ce soir encore, il y a des manifestations et probablement des arrestations également. Jean-Michel Waxberger, même chose à Madagascar, des arrestations, des heurts aussi avec la police. Il me semble que l'ONU parle de 22
22 morts, me semble-t-il, à Madagascar. Oui. Donc c'est tout de même très violent. Donc il y a une vraie confrontation avec à la fois, on retrouve ça un peu dans tous les pays, confrontation avec les forces de l'ordre, effectivement ce côté dégagisme qui fait peur, donc plutôt une vraie confrontation. C'est ça qui peut aller même très loin. Oui, mais là, le dégagisme, en fait, c'est un peu une réponse à la répression assez sévère et violente du gouvernement, parce qu'ils manifestaient au début de façon très, très non violente, effectivement, à Madagascar. Et ils ont été, on a tiré des balles en caoutchouc, les manifestations ont été interdites, et c'est ça qui a renforcé, je pense, l'insatisfaction et qui a débouché sur le dégagisme d'une certaine façon. Et le président a limogé le gouvernement en début de semaine, mais ça n'a pas calmé le mouvement. Pourquoi ? Parce que je crois que la confiance est entachée depuis de nombreuses années. Donc, effectivement, il a limogé son gouvernement. Il dit maintenant, on va prendre des mesures qui auront effectivement des effets sur les populations. Je pense que les étudiants n'y croient pas et les populations n'y croient pas. Enfin, quelqu'un disait dans une interview, c'est des promesses d'ivrogne. Bon, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais effectivement, ils ne croient pas que ça va résoudre la question, parce que ça fait des années que ce gouvernement est en place. Daniel Bastard, en Asie, finalement, en 3 ans, il y a eu 3 gouvernements qui ont chuté sous la pression des manifestations de la Gen Z. Ça a commencé par le Sri Lanka, où le clan Rajapaksa, qui dirigeait le pays depuis des années, finalement a dû partir. Au Bangladesh aussi, ils ont chassé, là aussi, le cheikh Hasina, qui était au pouvoir depuis 15 ans, donc là aussi, dégagé. Et puis au Népal, c'est en 2 jours qu'ils ont mis fin au gouvernement communiste. Et là, les étudiants, la Gen Z a été rejointe par des radicaux. On se souvient qu'il y a eu des incendies un peu partout. Et à ce moment-là, donc, la nomination d'un nouveau Premier ministre via Discord. Racontez un peu, parce que pour le coup, là, on peut dire que c'est un vrai succès pour eux. Alors, c'est un succès dans un premier temps, mais le coup est terrible, puisqu'il y a quand même eu 72 morts. 72 morts. Au Népal. Au Népal, parmi les manifestants. Mais ce que ça illustre beaucoup, c'est que les vieilles élites qui se pensaient indéboulonnables ont été complètement dépassées par ces mouvements. C'est-à-dire qu'elles avaient encore les vieux réflexes de se dire, bon, il y a des mouvements dans la rue, on envoie la police et ça sera réglé en 2 jours. Sauf que le mouvement a déjà commencé dans les commentaires des plateformes. Et le soulèvement a eu lieu déjà en ligne. Et c'était presque trop tard d'envoyer la police, même au prix de 72 personnes. Le mouvement était déjà parti et les gouvernements sont vraiment tombés comme des châteaux de cartes parce que... Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est surprenant. Ils ont gagné le cœur de l'armée. À chaque fois, l'armée... Les jeunes. Voilà. La génération Z a gagné le cœur de l'armée dans ces pays. Ce qui est quand même très révélateur du niveau de dépassement des vieilles élites qui étaient au pouvoir depuis 15-20 ans dans ces 3 pays. Avec une mécompréhension de cette nouvelle génération. D'ailleurs, dans ces 3 pays, la génération Z, donc les moins de 28 ans, représente 50% de la population. Donc c'est vraiment le signe d'une nouvelle génération, d'un renouvellement politique, même si tout ça reste très, très confus pour l'instant, mais il y a un renouvellement de génération politique, là, clairement. Ça a entraîné ce renouvellement, dont cette première ministre népalaise. Alors la première ministre est de la vieille école, hein, mais elle s'est Sushila Karki, elle a été la première femme présidente de la Cour suprême. Elle est vraiment réputée pour son combat contre la corruption, et c'est ça qui a fait la différence dans le choix que les jeunes ont fait en sa faveur sur le forum Discord. Caroline, on revoit beaucoup cette revendication de lutte contre la corruption, finalement, dans pratiquement tous ces pays, et ça prend une dimension importante sur les réseaux sociaux. Cette anti-corruption. Oui, et puis là, c'est assez fédérateur au-delà des étudiants. C'est ça qui est intéressant. Et par rapport à l'époque des printemps arabes, on est 20 ans plus tard. Et donc, les usages numériques sont largement partagés, quelles que soient les générations. Donc ça aide aussi les étudiants, les jeunes, qui savent très bien documenter cette injustice par leur agilité à créer du contenu. Ça les aide à aller chercher justement d'autres strates de la population, parmi les générations plus anciennes, l'armée, et donc de porter leur combat plus efficacement sans doute qu'à l'époque du printemps arabe ou des manifestations de Hong Kong. Et le thème corruption est assez transverse. Vous voyez une différence, Tahani Brahma, entre ce qui se passe aujourd'hui et justement ce printemps arabe ?
Je pense que c'est dans la continuité parce que tout simplement on retrouve la situation post-printemps arabe est restée la même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une réponse structurelle et structurante aux revendications des peuples. Et au Maroc, on retrouve le même slogan, hein, liberté, dignité, justice sociale, égalité. Donc c'est une continuité, c'est une continuation et c'est aussi un aveu d'échec pour l'État, pour dire que l'État aujourd'hui est incapable de répondre aux aspirations de la jeunesse marocaine. Et je voudrais aussi revenir sur un point, c'est qu'au-delà des arrestations, on est en train de voir une violence qui s'accrue, notamment à Oujda par exemple, des véhicules de police qui ont foncé sur la population, sur les manifestants. Donc c'est une situation qui est très alarmante, qui est très inquiétante. Et donc, moi, dans les débats, la jeunesse sur Discord tient encore au mouvement, à la manifestation de façon pacifique. Et forcément, j'espère que les autorités et que l'État va pouvoir apporter une réponse qui ne soit pas répressive et qu'on évite les morts et les blessés. Donc, c'est une situation qui est très alarmante. La ministre de l'Habitat, par rapport... La ministre de l'Habitat appelle à écouter la jeunesse. J'ai vu dans une interview qu'elle a donnée. Il y a eu aussi le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme qui a dénoncé le fossé entre les promesses gouvernementales et les aspirations des manifestants. Vous voyez là un peu des mains tendues tout de même de la part des politiques? Alors ces personnes-là sont exactement les mêmes qui ont porté les politiques que les jeunes dénoncent aujourd'hui. Donc c'est un peu hypocrite de vouloir aujourd'hui essayer de récupérer cette jeunesse ou cette fougue et cette dynamique de révolte pour des aspirations politiques et parce qu'aujourd'hui, ils sont dans l'opposition. S'ils avaient été, je parle par exemple du ministre du PPS, il a été ministre de l'Habitat, etc. Et pendant le mouvement du 20 février, donc le printemps arabe, et puis après, pendant le mouvement du Hirak, son parti a condamné fermement les manifestations politiques et les revendications politiques et sociales de ces mouvements-là. Donc c'est un peu hypocrite de venir aujourd'hui, maintenant qu'on est dans une position où on n'est pas dans le gouvernement, venir se solidariser avec cette jeunesse. C'est vos politiques, ce sont ces politiques-là qui ont été produites par ces gens-là qui aujourd'hui font en sorte que la jeunesse sort dans la rue aujourd'hui pour aujourd'hui, c'est en premier lieu maintenant. Donc au début, c'était le droit à l'éducation, à la santé. Aujourd'hui, c'est la liberté d'expression et le droit de pouvoir se rassembler, de pouvoir manifester et exprimer et s'exprimer en fait. Donc c'est quelque chose, voilà, d'assez. C'est plus large. Moi, je pense positif. Moi, je suis optimiste pour mon pays et je suis très très fière de cette jeunesse. Qui s'exprime de façon très claire, de façon très organisée, très pacifique et qui croit encore en ce pays-là. Jean-Michel Waxberger, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, même à Madagascar, ils continuent à croire en leur pays, ils veulent simplement que les choses changent. Alors évidemment, on a vu qu'en Asie, ça a entraîné beaucoup de changements. Est-ce que ça va être la même chose en Afrique ? C'est compliqué à dire. C'est vraiment, c'est tout début, c'est compliqué à dire. Mais là, on voit qu'à Madagascar, il commence à y avoir d'autres. Donc il y a cette génération Z, mais elle commence à être rejointe par d'autres, peut-être par des politiques aussi, par d'autres... Oui, déjà, ils appellent bien au-delà de la parce qu'ils ne se mobilisent pas pour eux-mêmes, mais ils se mobilisent au nom, globalement, des gens qui souffrent, effectivement. Et donc, je pense qu'ils sont relativement soutenus. Après, les gens ne descendent pas forcément dans la rue. C'est vrai que là, les politiques de l'opposition... qui se constituent aussi une vieille garde d'une certaine façon, se sont ralliés. Donc il y a quoi, une instrumentalisation du mouvement ? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'instrumentalisation. Ils rejoignent un peu tardivement, mais on verra comment ils arriveront à inventer des choses. Ils ont réclamé un certain nombre d'éléments déjà qui sont assez novateurs. Par exemple, d'aller discuter avec le président, mais de façon ouverte,
de façon à ce qu'il n'y ait pas de compromission dans les bureaux, et comme il a pu y avoir. C'est-à-dire de façon ouverte Ouverte, visible, enfin, dans des lieux publics, je ne sais plus exactement, mais... avec des représentants de ces jeunes. Avec des représentants, mais aux yeux et au vu et au su de tout le monde, et pas dans un petit bureau où ils risqueraient de pouvoir se faire retourner leur veste, comme on a vu parfois dans le passé. Donc ils ont réussi à désigner tout de même des sortes de leaders dans le mouvement? Alors, pour l'instant, il se dégage quelques leaders, mais ce qui est intéressant, justement, l'exemple népalais, que je suis de très loin, mais on voit on a vu que pour l'instant, la Première ministre n'est pas vraiment quelqu'un de jeunesse, hein. Oui. Mais en même temps, il émerge apparemment quelques noms particuliers. En particulier, j'ai vu le maire de Katmandou, qui a 35 ans, qui est un ancien, je ne sais pas, il faisait du rap auparavant. Il ressemble exactement à Ange Raswell en 2009, qui lui avait pris la mairie de Tana et qui apparaissait comme l'homme providentiel et qui n'a pas été à la hauteur des espérances qu'il avait suscitées. Donc, ce qui est important, certainement, c'est qu'il faudrait qu'ils arrivent à mettre des garde-fous de façon à ce que des institutions... Enfin, il y a beaucoup de choses à construire à Madagascar pour éviter que les choses ne redérapent, quel que soit ce qui va se passer dans la suite, quoi. Et au Népal, justement, pour parler de cet exemple, est-ce que la jeunesse est déjà déçue ou pas? Non. Il y a une grande méfiance envers les individualités, quand même. Tout ça reste très horizontal et très collectif. Et on peut s'inspirer un peu se retourner un peu sur ce qui s'est passé au Sri Lanka et au Bangladesh, où justement les choses se font très en douceur, très lentement. Après la révolution, maintenant, on est dans le stade de la transition. Au Bangladesh... Donc vous dites révolution, c'est-à-dire que cette génération Z dans ces pays-là, dans ces trois pays-là, a entraîné une forme de révolution. Une révolution, et là, on est oui. En tout cas dans une forte transition. Oui, une forte transition. Disons qu'ils ont mis à terre les gouvernements. Donc là, par des mouvements, par un soulèvement populaire. Donc on est dans le cadre d'une révolution, clairement. Ou de révoltes très profondes qui ont très bien réussi, on va dire. Et donc là, cette transition se fait un peu en douceur, vous dites? Alors, oui. Il y a une volonté au Bangladesh, c'est un peu pareil. On est venu chercher l'ancien prix Nobel, qui lui-même est âgé de 75 ans, pour assurer la transition, un peu comme Sushila Kalki au Népal, qui est cette juge très réputée pour sa lutte contre la corruption. Et voilà. Et la corruption, c'est l'un des points, des revendications très, très forts, comme le népotisme. Et l'un des grands mots dièse qui revenait tout le temps, c'était Nepo Baby, c'est-à-dire aussi... les Nepo Baby, c'est-à-dire le népotisme de ces familles, en fait. Voilà. Et la façon dont ces Nepo Babies, donc ces enfants des élites, montraient sur les réseaux sociaux toute leur richesse. Donc tout ça a créé une forme de colère. Tout ça, c'est fait beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est là où on voit vraiment la spécificité de cette Gen Z. Y compris finalement la rancœur suscitée sur les réseaux sociaux, c'est ce que vous disiez. Oui, ce qui est intéressant, c'est que cette génération Z, on la décrit souvent comme anxieuse, éco-anxiété, elle a vécu le Covid, et donc un peu dépressive. Et on lui reprochait souvent de faire la révolution du clic, donc d'être engagée par des likes sur les réseaux sociaux et des clics sur des pétitions. Là, en fait, on voit qu'elle a pu construire des vraies revendications, aller manifester physiquement et au prix de sa vie. Et au final, elle a transformé peut-être une anxiété individuelle en vraie colère collective. Et ils ont fait ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire se mobiliser sur les réseaux et créer des contenus qui sont viraux. Donc ils ont eu une vraie énergie. Enfin, ils ont tiré les meilleurs atouts de ce qui fait leur génération aujourd'hui pour leurs idées. Tahani Brahma, ça va continuer, vous pensez, ces manifestations, malgré justement la répression? On a vu ces ouvertures du côté d'un certain nombre de politiques. Ça va continuer? Moi, je pense que tant que la répression est là et tant que les jeunes sont encore en prison, emprisonnés, empêchés de pouvoir s'exprimer, la colère va continuer. Encore aujourd'hui, on a des appels à manifester. Ces jeunes ont inventé de nouvelles façons de faire les choses. C'est-à-dire que, par exemple, on va appeler à manifester 2 heures avant, enfin, on va donner le lieu de la manifestation 2 heures avant pour justement éviter que les autorités puissent s'organiser pour la répression. Ce qui m'a aussi beaucoup fait sourire, c'est que les jeunes, justement, demandent aux politiques
de venir discuter avec eux, mais sur Discord. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va dire le champ politique marocain est en train de se digitaliser et les jeunes appellent tous ceux qui veulent discuter avec eux à le faire directement avec eux sur la plateforme Discord et pas justement, comme vous l'avez dit, dans des bureaux un peu opaques, etc. Je pense que c'est une jeunesse qui est très courageuse, qui n'a pas connu les années de plomb, qui est née avec Internet et qui voit la force des mobilisations sur les réseaux sociaux et qui a appris des erreurs du printemps arabe et des autres mouvements populaires et qui est en train de prendre en main son destin tout simplement. Et moi, je pense que ça va continuer et j'espère juste que ça ne va pas donner lieu à des violences de mort ou de choses comme ça. Discord, hein, donc là aussi, finalement, cette nomination, on revient à cet exemple népalais, hein, puisque finalement, là, les Marocains veulent discuter, ceux qui manifestent veulent discuter avec les élites sur Discord. C'est le nouveau lieu de débat, le nouveau Parlement, en quelque sorte. Les choses se font sur les réseaux d'abord et après se transforment dans le monde réel. Dans des soucis un peu de transparence aussi, d'horizontalité. Et de méfiance face aux discussions derrière les portes, en quelque sorte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Bastard, Caroline Fayet. Merci à vous, Jean-Michel Waxberger. Merci beaucoup, Tahani Brahma, d'avoir été avec nous en direct de Casablanca. Et merci aussi à Gaëlle Borgia, qui était avec nous, notre correspondante en direct de Tananarive à Madagascar. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.